Bienvenue à cette émission sur la spiritualité. Je suis avec Jean Sabry. Jean, dans ta vie, tu as eu pas mal de surprises et des surprises de tout ordre, des belles puis des moins belles. On commence par quelques surprises belles. En commençant par la dernière ou quoi? Ou la première? Ben, la première surprise que m'ont raconté que c'était ma naissance elle-même. Le fait que ma mère avait de la difficulté à avoir des enfants et qu'elle a eu 11 grossesses dont on est juste 3 survivants. Alors nous autres, on est les 3 garçons qui a survécu. C'est un petit miracle. Un petit miracle dans le sens que c'était la fin de la guerre. Mon père venait de trouver un emploi et en même temps, il s'essayait pour ne pas rester. La guerre, parlons de laquelle, la guerre? La deuxième, Okay. quand je ne suis pas si vieux que ça. Non, mais il y a eu tellement des guerres du côté de la Syrie. Oui, mais là, on se trouvait à la Grande Guerre mondiale, en tout cas. C'est que elle a eu déjà 2 enfants, mais ils sont morts en bas âge à cause des maladies qui sévissaient dans la région. Et à un moment donné, elle n'a pas eu d'enfants jusqu'en 1937. Ensuite, moi qui arrive en 1943 et mon jeune frère qui arrive en 1947. Donc, tu vois, il y a beaucoup de... C'est le premier survivant ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Alors, c'est une surprise. Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est que moi, à 10 ans, OK, je décide que je vais aller étudier au Liban. En fait, je voulais imiter mon frère. J'étais un peu... Au Liban, vous étiez en Syrie. Exact, à 1000 kilomètres de la maison. Et le moyen le plus efficace, rapide, etc., parce que mes parents n'avaient pas nécessairement d'argent pour envoyer les 2 grands dans les écoles privées, etc. Alors, j'ai décidé de suivre le curé de la paroisse qui allait avoir un poste au séminaire. Alors, c'était la deuxième surprise, quand j'ai annoncé à ma mère que je veux aller au séminaire. Elle dit, voyons, c'est toi, les gars qui courent partout, qui fait des coups pendables, etc., ils vont t'accepter pour devenir prêtre, là. Alors, je dis, je vais y aller pareil. Elle dit, si ton père est d'accord, moi, j'ai pas d'objection. Alors, je cours à avertir mon père que je veux entrer au séminaire. Elle dit, si ta mère est d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je dis, mais toi, est-ce que tu es d'accord? Elle dit, moi, je ne suis pas contre. Je retourne à ma mère, je dis, mon père est d'accord. Alors, ça a été des négociations comme ça. La troisième surprise, c'était le fait de pouvoir finir mes cours et aller à Rome, puis après retourner en Syrie. Puis la quatrième surprise, la plus grande, c'était de pouvoir venir au Canada, parce que je ne trouvais pas de l'emploi en Syrie, puis c'était très problématique dans les années 60. 68, 67, 68. Alors, j'ai fait une demande. Puis, à ma grande surprise, justement, c'est que le gouvernement, il lisait les lettres. Il ouvrait les lettres par hasard, là, mais il ouvrait les lettres. Mais moi, ma demande est rendue au Canada. Elle a reçu une réponse positive. Elle est revenue. Puis moi, ce que je recevais, ça s'est fait dans 2 mois. Quand je recevais, c'est une lettre de convocation pour aller rencontrer l'ambassade, le responsable à l'ambassade pour l'immigration. Et entre-temps, je m'ennuyais à la maison, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait un peu de stage, si tu veux, dans un garage d'une personne qui louait la moitié de notre maison, qui avait un garage. Alors, j'ai appris les rudiments de comment devenir électricien d'auto. OK, alors j'ai fait ça. Et à l'ambassade, il me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire au Canada? Je dis, avec mes diplômes, je peux être traducteur, je peux enseigner, je peux faire ci, je peux faire ça. Puis j'ai en plus un petit papier, je ne sais pas si c'est utile pour vous,
Je peux travailler dans un garage. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui montre le cahier. Ah, et le papier que le garagiste m'avait donné, comme quoi il a fait 1 an d'électricité, puis il est bon, puis etc., etc. Alors, il dit, ça, je peux prendre ça. Les autres, on n'a pas besoin. Alors, je suis arrivé donc en surprise. Et la dernière, et la dernière, il y en a eu plusieurs autres. C'est que je n'ai pas trouvé de l'emploi comme garagiste, mais au centre de main-d'œuvre, ils m'ont dit, mais avec tes diplômes que tu as, on va t'envoyer à un autre centre de main-d'œuvre qui est spécialisé pour le type de diplôme. Et je suis présenté et au moment où je conversais avec la secrétaire qui me recevait, elle reçoit un téléphone de Victoriaville comme quoi on cherche un prof de philo. Elle dit, j'en ai un devant moi. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé avec toi. Sans parler de toutes les autres surprises. Et la surprise de rencontrer Dolores, la surprise de rencontrer des gens. L'une des belles surprises, c'est de rencontrer un saint homme, Gérard Marie. Voilà. Et puis, il y a eu des mauvaises surprises, 2, 3 mauvaises surprises. Mais les mauvaises surprises ont été dans un premier temps l'idée que quand je suis arrivé, j'avais pas nécessairement beaucoup d'argent avec moi. Puis là, il fallait vivre une période quasiment de jeûne. Là, où, quand j'ai reçu mon premier chèque, là, il me restait juste 20 piastres dans les poches là, pour vivre, là, payer le loyer, la nourriture et ainsi de suite. Là. Alors ça, c'était, je dis, bon, ça arrive-tu pas? Et l'autre mauvaise surprise, c'est que j'ai dû faire plusieurs opérations au nez pour le sinus, la gorge et ainsi de suite. Ben, en tout cas, des affaires simples. Là, c'est pas... Mais la dernière, elle est plus sérieuse, ouais. N'est-ce pas? On en parle. Oui, c'est ça. L'année dernière, on me dit, ben, tu vas faire... Je consultais pour des fréquences répétées d'urine et à évacuer. Et il m'a dit, ben, peut-être qu'il y a une infection urinaire. On va donner des antibiotiques. J'ai pris des antibiotiques, etc. Mais on va te référer à un urologue, puis il va décider, voir qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont référé à un urologue qui a vu qu'il y avait des problèmes de prostate qui étaient enflés. Alors, elle m'a proposé une opération et je l'ai faite l'année passée. Je pensais tout avoir fini. Quand j'ai rencontré l'urologue 6 mois plus tard, elle m'a dit, ben, il y a probablement du cancer. Et là, on va traiter ça en radiothérapie. Alors moi, étant donné qu'elle m'a convoqué 6 mois plus tard, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose de grave. Je m'attendais à ce verdict-là. Alors on avait décidé avec Dolores que s'il y a du cancer, on ne fera pas soigner à cause de l'âge, à cause en même temps des effets secondaires qu'ils peuvent en avoir, etc. Donc, on a dit directement, après qu'elle nous annonçait ça, je dis, moi, je ne veux pas suivre une thérapie contre le cancer. On va le laisser filer et il va se propager lentement, il va grossir lentement, etc. Mais ça va prendre du temps. Donc, 5 à 10 ans, je dis, c'est une bonne espérance de vie, cette histoire. Elle m'a dit, oui, mais le puzzle n'est pas là. Tu n'as pas fait toute la réflexion, là. Tu as vu que positivement, peut-être que ne pas suivre le traitement est positif pour toi. Tu n'as pas de conséquences à subir. Mais négativement, il y a aussi des conséquences. Si tu refuses, la prolifération peut avoir lieu et ça attaquer les os, les poumons, les intestins, etc. Là, on se trouve devant une autre façon de voir les choses. Il y a les deux côtés de la médaille. On s'était arrêté juste à un seul. Alors, mais j'ai dit, de toute façon, je ne veux pas faire de la chimio. Elle dit, attends un peu, je n'ai pas proposé de la chimio, là. Je veux proposer plutôt que tu rencontres d'abord l'oncologue. Jean, est-ce que c'était dans tes
projet éventuel d'avoir un âge bouleversé, bien, le mot est peut-être trop fort, là, mais tu n'avais pas pensé du tout à ça. Non. Les années qui allaient venir, c'était Oui. un peu un long fleuve tranquille, hein? Oui, un bon fleuve tranquille, mais je me sentais qu'il y avait aussi de la fatigue un peu de temps en temps qui arrivait. Puis je me posais la question, c'est dû à quoi? OK, cette fatigue-là, c'est pas une fatigue chronique, c'est pas une fatigue où je me sens obligé de m'endormir sur place, c'est pas ça. Mais comme un manque d'énergie. OK? Donc, je dis, il y a quelque chose qui se passe dans le corps et bon. Alors, je m'attendais à une retraite très tranquille, tout simplement, depuis 20 ans. Et, bon, puis continuer la vie que je menais, puis ainsi de suite. Alors, quand c'est arrivé, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis, moi, je veux retourner au Mexique. Alors, il me dit, oui, c'est quand tu retournes? Je dis, au mois de novembre. Enfin, à peu près à partir du 15 novembre, là, il faut que je sois disponible pour retourner au Mexique. A dit, OK, je vais te référer à un oncologue et tu verras avec elle. OK. Alors, l'oncologue, moi, je m'attendais à 1 mois, 2 mois, puis ça va être oublié, cette histoire-là. Mais non, 2 jours après, l'oncologue m'a convoqué. Spontanément, là, quelle était ta réaction lorsque tu as appris que c'était plus compliqué que tu pensais? Ben, la première, c'est j'ai nié. Au fond, je dis, ça se peut pas. Là. Il doit y avoir une erreur dans le diagnostic. Mon Dieu, le bon vieux Oui, c'est réflexe. ça. J'ai nié. Mais en même temps, je me dis, ouais, je suis assez. On va affronter la maladie, puis ça va se régler tout seul, sans médicaments, sans rien, etc. Donc, je me mettais en état de bravoure, si tu veux, ou de désinvolture, si tu veux. Mais quand j'ai rencontré l'oncologue, elle me dit non, non, elle dit, Évidemment, tu étais un peu préparé à ça par certains malaises des opérations que tu avais reçues. Et oui. ta femme, elle, comment elle a réagi? Mais ma femme a réagi exactement comme moi. Elle a dit, je vais t'accompagner, mais c'est ta décision. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Je ne veux pas être taxé de X ou Y dans le cas positif ou dans le cas négatif. C'est ta décision. Mais je veux t'accompagner là-dedans. Les filles, c'était pareil. On va t'accompagner là-dedans, papa, et y a pas, on ne te laissera pas tomber. Je dis, c'est bon, au moins ça. Mais de notre côté, ma réaction, c'était une réaction vraiment d'inquiétude. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que les conséquences? Puis est-ce que je vais être bien après ça? Déjà, je suis anxieux de nature. Je m'inquiète pour rien, là, ou je m'inquiète un peu trop. Et en même temps, le problème de maladie vient enlever un petit peu, si tu veux, cette nonchalance ou la joie que j'avais à vivre dans la tranquillité comme un fleuve tranquille, etc. Alors donc, en quelque part, ce que je ne voulais pas perdre, c'est cette capacité de encore vivre et de profiter de la vie, puis de vivre heureux, si tu veux. Et alors, la docteure, l'oncologue, qui nous a reçus 2 jours après, a été vraiment désarmante. Dans le sens, c'était le sourire, c'était le bienvenu, puis il n'y a pas de problème, puis c'est une petite opération, puis patati patata, etc., etc. Et il va y avoir des conséquences, mais je ne pense pas qu'il va y avoir des conséquences graves, puis etc. C'est pas une ablation totale, ce n'est pas de la chimio, c'est pas de ci, c'est pas ça. Je me suis senti en confiance. Okay? Je me suis senti en confiance à cause de l'attitude et à cause de la façon elle a présenté l'histoire de la radiothérapie. Puis là, elle me dit, ben, on va commencer par faire des analyses, des tests. Puis après, on va te convoquer à Trois-Rivières. Ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire, ça a été de rencontrer quelqu'un qui ne dramatisait pas. Voilà. Qui a eu l'art, sans raconter d'histoire, de mettre les pendules à l'heure, parce que par notre imagination, nos inquiétudes,
un petit mal devient un cancer généralisé. Oui, c'est ça. Oui, c'est qu'au fond, on se bat contre soi-même et on se bat contre une maladie là, qui se trouve à l'intérieur de soi. OK? Alors, c'est ça le problème. On réfléchit. À la suite de la rencontre de l'onctologue, tu t'es mis à réfléchir. Jean, on peut réfléchir pour faire de la philosophie, puis pour faire aussi des insomnies. Est-ce que ça t'a empêché de dormir? Pas le diagnostic comme tel, pas le fait de faire de la thérapie comme tel. C'est toutes les affaires préparatoires et toutes les affaires possibles qu'il peut avoir après. En d'autres termes, ben, je sais pas moi, une incontinence, une infertilité, toutes sortes de patentes, là, une impuissance sexuelle et ainsi de suite. Là. Mais j'y pense pas à ça. Et pour moi, ça fait partie de la vie. Ben, OK. Ce qui est le plus drôle, le plus fou dans cette histoire-là, c'est des craintes niaiseuses. On va-tu se rendre à temps? On va-tu avoir un accident de route? Est-ce qu'on va-tu pouvoir sortir de l'hôpital et revenir avec toi? Des affaires que je ne me suis jamais posées. OK? Pourtant, j'ai fait... Ton problème n'est pas la prostate, c'est la psychiatrie. Okay. Ça dire, on va sortir de l'hôpital, ça va te prendre du temps. Bon, mais est-ce que je vais être vivant dans ma tombe? Ça, c'est un petit détail. On ne peut pas penser à tout. Alors, la question... Comment t'expliques ces niaiseries-là? Ben, c'est parce qu'on n'est pas maître sur place. On ne contrôle pas. OK? En ne contrôlant pas. Je suis dans mon lit, là. Je suis en train même temps, c'est une façon subtile de ne pas te centrer sur le grave. Ne pas me centrer sur le grave, mais en même temps, ne pas me centrer sur, comment je dirais, le présent que je suis en train de vivre. Mon problème, à moi, c'est pas la mort, c'est pas l'embaumement, c'est je vais-tu avoir, oui ou non, mes lunettes dans ma tombe. Ça, c'est... Bon. La nature est bien faite. Elle te centre sur des enfantillages sans conséquence pour oublier l'essentiel. Bon, en tout cas, il y a des choses auxquelles on tient, OK? Mais ça, c'est le contrat, parce qu'il y a il faut lâcher prise à un moment donné sur la situation, puis faire confiance. Mais quand on est habitué à contrôler tout autour de soi, c'est difficile à un moment donné de lâcher prise. Alors, vous avez fini par acheter le verdict. On a acheté le verdict, j'ai fait les tests, etc. Puis on a rencontré, puis on donnait, on me séduit pour les rencontres. Mais, entre-temps, je réfléchissais à mon affaire. Et j'ai encore le temps de dire non. OK? Alors, je réfléchissais à mon affaire. Les traitements, exactement, c'était quoi, là? C'est-à-dire que après les examens,
fait de scan, la scintigraphie, etc., j'ai encore la possibilité, en rencontrant l'oncologue, de dire oui, mais malgré tout, là, même si je sais, même si j'adopte la posture de la personne qui veut rien savoir, puis, etc. Donc je veux subir. Mais, en quelque part, j'ai envoyé des courriels à tous mes amis. Mais juste un instant, ça consistait en quoi le traitement? Le traitement, c'est de la radiothérapie. La radiothérapie, on envoie des faisceaux lumineux sur les foyers cancéreux qui se trouvent dans la prostate. OK? Mais étant donné que ces rayons lumineux, ces faisceaux lumineux ne vont pas nécessairement et seulement sur les cellules cancéreuses, ils vont toucher aussi des cellules saines. Et des fois, ils peuvent avoir des complications dans ce sens-là. Mais, OK, coudonc. Alors, tu as écrit des courriels. Alors, j'ai envoyé le message à des amis, une série de personnes, et en leur disant, voici qu'est-ce qui arrive, et ainsi de suite. Puis je me trouve dans une phase de réflexion. Alors, tout le monde, toutes les personnes à qui j'ai écrit m'envoient des réponses très positives, très encourageantes. On est avec toi, on t'aime bien, etc. Puis si tu as besoin de nous, ben, on va t'accompagner à Trois-Rivières et tu seras allé et retourné sans problème avec ton auto. Alors, la question... Alors là, je me suis dit, mais coudonc, les gens semblent m'aimer bien plus que moi-même, que je m'aime. Et ça m'a un peu ébranlé dans ce sens-là. Ou en tout cas, je dis, ben, c'est pas, ma vie n'a pas été si pire que ça. Là, de voir que tant de monde t'aime. Ouais, c'est ça. C'est bouleversant. C'est bouleversant, en tout cas. Et Gérard, toi aussi, tu as répondu, mais cette fois-ci au téléphone. Tu étais un peu secoué par le verdict. Beaucoup. Alors, je l'ai senti. Puis là, à un moment donné, tu as dit, bon, je veux te donner une parole. Et puis tu m'as dit une phrase, Jean, à ma connaissance, tu es un homme de foi. OK? Et là, ça m'a aussi un peu bouleversé, cette histoire-là. Je dis, oui, mais dans quelle sorte de foi, dans le cas présent qui nous touche, là, est-ce que c'est la foi dans l'avenir? Est-ce que la foi dans Dieu? Est-ce que c'est une croyance? Jusqu'où il va cette foi-là? En quoi qu'elle consiste? Alors, je me suis posé toutes sortes de questions rattachées à ça. Alors, le verdict, on me dit, il n'y a pas de problème. 2, il va y avoir des conséquences, ça c'est sûr, mais ça va passer. Ça va s'éliminer tout ça à la fin du traitement. Bon, OK, je suis encouragé dans ce sens. 2, ben, les gens m'accompagnent. Donc, je ne suis pas tout seul. OK, une deuxième crainte est partie. 3, la question, c'est que la réflexion s'amorce. Qu'est-ce que c'est croire en soi? C'est quoi croire en soi et croire en ses capacités d'affronter la maladie? Parce que la réaction première qu'on a eue, c'était la négation, la désinvolture, la bravoure. Mais ça n'a même pas nécessairement le courage. C'est un paravent de courage. Le courage, c'est comment je peux m'investir totalement dans la guérison. Parce que j'avais déjà enseigné avec à plusieurs reprises avec Bernie Siegel, qui est un oncologue américain, et dans lequel il dit la maladie, c'est pas une condamnation, là. C'est un point de départ à une nouvelle affaire, à une nouvelle vie. Je dis, bon, oui, dans mon cas, ça peut s'appliquer à moi. C'est pas une condamnation à mort, c'est tout simplement, tu es obligé de te reprendre autrement ta vie. Alors donc, j'ai dit, il va falloir me redéfinir. Okay? D'un côté, les médecins, le système va s'occuper de mon corps, et moi, il faut que j'occupe de moi-même. Alors, cet aspect-là
m'a donné un peu plus de détermination, de devenir un peu plus énergique pour affronter, pour aller subir les radiothérapies et en même temps pour me dire, ben, j'ai autre chose à faire. Je ne veux pas attendre les résultats. Je veux participer à ce résultat-là en investissant en moi-même. Et là, je me dis, mais dans quoi tu vas t'investir? OK? Pas juste une question pour remplir le temps, OK? Parce que ça, je peux le remplir par des lectures, par des jeux qui aident la mémoire à se garder en bon terme, mais en même temps par les voyages, par les rencontres sociales et ainsi de suite. Il va falloir, je me dis, il va falloir que j'aille voir c'est quoi les sources de mes peurs, de mes craintes, de mes doutes, de mes... Mais avant, Jean, quand on est malade, il peut avoir le réflexe de se replier sur soi-même, de s'isoler, Oui, de ne plus voir personne. oui. Et ça, je l'avais réglé en envoyant mes courriels. OK? En envoyant le C'est ça que courriel... je trouve beau. Oui, en envoyant le courriel immédiatement, j'ai dit, je ne veux pas vivre ça tout seul. OK? Mais d'où vient que plusieurs vivent ça tout seul, veulent vivre ça tout seul? Ben, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, je veux pas je veux pas les mettre dans l'embarras. Je veux pas qu'ils souffrent pour moi. Je veux pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Je veux qu'ils me considèrent comme je suis, comme totalement moi-même et ainsi de suite, là. Il y a plusieurs J'ai raisons. peur que ce soit mon cas. Non, En me disant, je ne veux pas imposer mes problèmes aux autres qui ont oui, déjà leurs problèmes, il y en a ouais. déjà rond de pompon. Ouais, mais c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être par amour pour les autres, si tu Les veux. oiseaux se cachent pour mourir. Et voilà. Mais pour moi, c'est faux. C'est une fausse piste. Bon, viens me bougonner maintenant. Ben, je te bougonne dans le sens, c'est une fausse piste. Pour la bonne et simple raison, c'est que Un l'être instant, humain reste social. Les Autochtones là, Oui. voulaient mourir seuls. Moi, je me demande si dans ma chambre d'hôpital, je vais vous dire, écoutez, là, allez donc prendre un café, prenez le temps qu'il faut, le temps que... Pouf. Ouais. Mais n'oublie pas, même chez les Autochtones et puis d'autres personnes dans d'autres cultures, en Amérique du Sud ou ailleurs, là, c'est que la personne, quand il sent que c'est la fin qui arrive, qu'il s'isole. Et c'est pas parce qu'il est malade qu'il s'isole. OK? Avant de s'isoler, il y a tout un cheminement qui arrive là. C'est quand tu es vraiment malade puis que tu n'as plus aucune issue parce que tu as tout épuisé les ressources que tu pouvais consulter, etc. Là, l'isolement peut avoir un sens. OK? En tout cas, culturellement parlant. OK? Moi, c'est pas ça. Dans mon cas, En c'est tout pas cas, ça. si jamais je réagis comme ça, Ouais, on va te revenir te réveiller. installe-toi après mon lit puis fais-moi jouer Ouais. cette émission OK. de radio Oui. VM. Mais c'est quand même un gros choix, c'est qui révèle toute une personnalité. Je ne veux Oui. pas imposer mes problèmes aux autres, alors que je ne les impose pas, ils veulent les partager, c'est très différent. Ben voilà, et puis en même temps, c'est parce que c'est pour nous autres, là, mettons que tu me dis, tu as le cancer des poumons. OK, mettons. OK, puis c'est vraiment très avancé. Mais je dis, pourquoi tu ne le partages pas avec les autres? Elle dit, non, non, je ne veux pas me partager parce que là ça finira plus. Tout le monde va commencer à m'appeler, puis je n'ai rien à leur dire. OK? Donc, je ne suis plus moi-même, je suis diminué. Je dis, avant de sentir que tu vas être délaissé et de te sentir diminué, tu vas te sentir autre chose. Tu vas te sentir au moins épaulé, tu vas te sentir au moins accompagné, tu vas te sentir au moins pas seul. Bon, je pense que je vais me pratiquer au cancer. Okay. Alors, c'est ça. Et en même temps, j'ai écouté par hasard une émission à la télévision où une personne atteinte de cancer depuis 8 ans est condamnée à mourir, puis en suivant ses traitements, ben, elle vit encore. Ben, j'ai dit, si elle, oui, pourquoi pas moi? Okay? Ainsi de suite. Alors, la question, c'est se donner de l'espoir, mais mes propres espoirs à moi, parce que les autres seulement me disent. Là, OK? Alors, c'est ça. C'est bon.
suis avec Jean Sabry, qui est loin d'être à recommander aux prières. Qu'on peut demander des prières pour lui. Jean, quand on sent un grand malaise, la peur est là. Moi, ma peur, c'est de savoir quelle est la cause de ce malaise-là. Quand je peux savoir que c'est le cancer, mais quand tu ne sais pas la cause, dans ton cas, tu as connu la cause, c'est un cancer de la prostate. Mais tes peurs ne portaient pas sur le résultat parce que l'oncologue t'avait rassuré. Oui. Tes peurs portaient sur quoi? Tu nous as dit tout à l'heure des folies, là, dignes d'aller en psychiatrie. Oui. J'ai pas peur d'être malade, ni de sortir. De ne pas sortir par la bonne porte. En d'autres mots, pour s'aider à guérir, parce que le vrai guérisseur, il est intérieur, c'est d'abord de questionner ses peurs, qui peuvent nous faire mourir presque. Oui, c'est parce que, bon, les peurs, à 99,9%, sont imaginaires. OK? Quand on les regarde de front, ils n'ont pas de sens. OK? Attends un peu, ton pourcentage, je le trouve un peu fort. Là. J'ai peur oui, que on le garde pareil. Non, c'est ça. L'autorité d'un psy, je m'écrase. Non, c'est parce que la seule peur qui existe et qui est vraie, c'est la peur du danger. OK? Par exemple, je ne sais pas, moi, tu te trouves devant un ours, tu te trouves devant un lion, tu dis, bon, ça y est, je fais le repas. Alors, dans ce cas-là, tu n'as pas autre chose à faire qu'à fuir. Mais très, 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 très souvent, ce sont des peurs que ton imagination crée pour te mettre en préparation de, okay? En préparation pour affronter les résultats comme tel. Mais la plupart du temps, ils n'y arrivent pas, qu'ils ne se réalisent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ces peurs-là ne viennent qu'au moment où il y a très peu de vigilance. Okay? Donc, la façon de questionner la peur, ce n'est pas nécessairement de l'affronter de face à face, mais de la nommer, de l'analyser un petit peu, puis de te remettre dans un contexte de présence, de vigilance, d'attention immédiate à ce que tu es en train de faire. Okay? Alors, comme par exemple la niaiserie de est-ce qu'on va se rendre à l'hôpital ou est-ce qu'on va pouvoir sortir, là, je suis couché dans mon lit, je me disais, bon, OK, on réglera ça à un coup arrivé là. Mais pour l'instant, on a besoin de dormir. Alors, qu'est-ce que je fais tout de suite? Ben, concentre-toi sur ta respiration, concentre-toi sur comment tu es couché, est-ce que c'est confortable, est-ce que tu peux bouger, etc., etc. Sinon, lève-toi, prends un verre d'eau, ou bien non, quelque écoutez chose. l'une de mes cassettes. Ouais. Plusieurs font cela et c'est très efficace pour l'insomnie. Plusieurs me disent, j'écoute ça, là, ça me calme, ça m'endort et que c'est donc valorisant pour un... Jean, Oui. ces peurs-là, elles sont dommageables, tout compte fait. Mais c'est parce qu'ils nous empêchent d'apprécier la vie, de s'émerveiller face à la vie. La vie n'est pas finie, là. C'est ce qu'il faut que je me replonge là-dedans. Bon. C'est que... Alors, tant qu'à dire, c'est pas parce que ça va mal que ça va pas bien. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, affronter nos peurs, les nommer. Les nommer, les analyser, les confronter à la réalité, à la vigilance, à l'attention présente, au moment présent, et ainsi de suite. Les doutes, c'est pareil. Les craintes, c'est pareil. Il faut aller voir d'où viennent tous ces craintes. Je me souviens, à un moment donné, ma mère avait suivi à l'âge vénérable de 88 ans une opération au ventre pour enlever des fibromes à 88 ans. Puis elle n'avait à peine sorti de l'anesthésie que déjà elle enjambait les barreaux de fer autour de son lit pour aller se promener. Et l'infirmière qui m'appelle en toute catastrophe et dit, ta mère se promène dans le couloir et elle a sauté par-dessus les éléments du lit. Alors j'arrive à l'hôpital, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, je la calme, je l'amène, etc. Elle dit, je veux pas que un tel vienne me soigner dans mon lit. J'ai dit, c'est qui un tel? Elle dit, je sais pas, c'est un homme. OK, c'est un homme. Bon, OK. Je vois que c'est dans l'état de panique, dans l'état d'un peur, etc. Donc, immédiatement, j'ai fait un flash dans ma tête.
j'ai dit, peut-être qu'à son enfance, elle a vécu quelque chose de traumatisant. Et que, donc, il y avait un homme là-dedans. Alors, j'ai dit à l'infirmière, elle ne veut pas un infirmier. Elle veut une infirmière s'occuper d'elle. C'était fini. OK? Elle n'a pas pu... Elle a rentré dans son lit et c'était fini. Mais on a mis l'infirmière parce qu'elle était pesante à bouger. Alors là, on a pris d'autres moyens pour... Mais en tout cas, les peurs ont des fois des résonances antérieures. Et donc, en les analysant, en les réfléchissant dessus, on est capable de les régler. Il n'y a pas que les peurs, il y a aussi lâcher prise. Oui, et ça, c'est le problème qu'on est confronté à lâcher prise d'abord pour dire, bah, ça Ça sera me fait pas... penser, un médecin devait subir une opération. Il était très inquiet. Le chirurgien, son confrère qui devait l'opérer, lui dit, soyez tranquille, on va vous endormir, puis si j'ai un problème, on va vous réveiller pour vous demander quoi faire. En somme, c'est un humour qui peut être un peu utile. Oui, oui. Alors, lâcher Dédramatiser. prise. Oui, c'est ça. La lâcher prise, c'est la dédramatisation. OK? De dire, bon, OK, je fais confiance au savoir des gens qui vont me soigner. La seule chose, c'est que moi, j'ai d'autres choses à me soigner. Et c'est ce que j'appelle le monde extérieur et le monde intérieur. Alors, je fais confiance à l'expertise des personnes soignantes qui vont s'occuper de moi. Ça, c'est le monde extérieur. Et je dois faire aussi confiance, ou au moins approfondir, ou soulager, ou guérir mon monde intérieur. Puis la guérison du monde intérieur, c'est que je ne veux pas vivre la période de traitement et la période qui suit le traitement dans la tristesse de quelque chose de perdu. Okay? Je veux le vivre dans la joie de quelque chose de gagné. Okay? Alors, c'est dans ce sens-là, je me dis... Alors, pour t'aider, je te raconte l'histoire suivante. Jean, c'est le curé qui parle. Si ton péché est trop lourd, prends un diable. Ouais. Alors, lâcher prise, oui. accepter de ne pas avoir de contrôle, oui. C'est tout un exercice. Hein? Oui, mais c'est un exercice d'humilité auquel on n'est pas porté non plus, là. C'est-à-dire que dans le sens que quand on était enfant, on faisait confiance à nos parents, mais on faisait à notre tête aussi. Alors, ça vient de loin, cette histoire-là. Là. Et on est toujours habitué, bon, prends tes responsabilités, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que je prenne comme responsabilité dans la lutte contre un cancer? La seule chose, c'est que mets-toi en disposition positive pour guérir. OK? Pour guérir tes craintes, tes peurs, tes doutes, ton âme. Et tu parles de la joie. Oui. C'est ce que tu veux dire. Bon, alors, tout en réfléchissant sur le traitement, puis les conséquences et ainsi de suite, j'ai tombé sur un livre que je voulais lire l'année passée, mais je n'avais pas eu le temps, alors je l'ai sorti, je l'ai lu. C'est un livre de miracles de Spinoza, de Frédéric Lenoir, dans lequel il dit 2 phrases que j'ai trouvées géniales et qui m'ont inspiré beaucoup. Je vais te le donner textuellement, comme ça. Il dit « Toute notre félicité et notre misère dépendent de la qualité de l'objet auquel nous sommes attachés par amour. » Je dis « Ouais. Quel est l'objet auquel je suis attaché par amour? » Donc, il y a un attachement, il y a comme il faut que je crée une certaine complicité, okay, avec ce que je suis en train de vivre et ce que je veux pour ma vie. Donc, la félicité dépend de la qualité de ce lien-là, de cette structure-là que tu vas faire. Je dis, alors, le cancer ne va pas avoir sur moi de l'emprise. Je veux être maître à bord encore, mais à mon niveau, pas au niveau de traitement, parce que je fais confiance aux soignants. Okay? Mais à mon niveau, c'est quoi? Ben, en étant plus positif, en étant plus sociable, en allant vers mes amis, en ne restant pas renfermé sur moi-même, en vivant ma vie comme si la vie continue. Okay? Et il ajoute une phrase que j'ai trouvée encore plus géniale, parce que je voulais vivre cet état de la joie intérieure, etc.
Là, je me dis, c'est quoi la joie? C'est quoi la joie? C'est quoi la joie? Alors là, il me dit la phrase, c'est le passage d'un moindre à une plus grande perfection. C'est le passage d'un moindre à une plus grande perfection. Alors donc, la joie, c'est un cheminement. Ce n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu vas acquérir. Donc, tu vas acquérir progressivement. Donc, il faut que j'investisse là-dedans. Il faut que je trouve le moyen de mettre du positif dans ma vie, et ainsi de suite. Donc, c'est l'amour, c'est la rencontre avec les amis, c'est la vie sociale, c'est ce que j'aime faire, c'est les rêves que je n'ai pas eu le temps de le faire, c'est les talents que je n'ai pas nécessairement mis en œuvre, c'est des choses que je dois recommencer à explorer parce que ça va me donner le goût et l'appétit de vivre. Alors, je me dis, bon, rien. Et je vais perfectionner quoi? Je vais perfectionner et ma santé et ma situation de lâcher prise. Je vais me questionner comment améliorer, comment dans l'amour dans ma famille, avec mes enfants, avec mes proches, avec ma femme, etc. Donc, au fond, la joie me demande de devenir qualitativement meilleur dans la vie de qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et ça vient de loin. Tu aurais pu être plus pessimiste comme cet enfant. Il était sur le baptistère. Puis là, il s'en va dire, il y a un vieux monsieur qui voulait me noyer, puis ma famille prenait des photos. En d'autres mots, ça vient de loin, la joie que tu as. Oui, oui, ça, c'est ma mère qui m'a légué ça, puis je veux le fructifier. J'ai toujours l'image des deux enfants qui sont justement à la mer, puis la vague arrive, il frappe les deux enfants. Un, il court, il s'en vient voir sa mère pour se faire consoler. L'autre, il affronte un peu la vague, et lui aussi, il court, mais il arrête au milieu du chemin, il se retourne vers la vague, puis il met ses deux bras en l'air en disant « Je t'ai vaincu ». Okay? Alors, c'est l'attitude. Ça dit en passant, c'est dans la nature. Quand un enfant veut être consolé, il va vers sa mère. Mais quand il veut jouer, faire du sport, il va vers son père. C'est spontané, c'est dans la nature des choses. Je trouve ça très beau. Oui. Quand on veut être consolé, c'est la mère. Jean, la foi joue un rôle dans cette histoire. Voilà. On va en parler. J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour y réfléchir. C'est pas possible comment la foi dont je t'avais parlé peut faire toute la différence.
Jean Sabri, tu as dit tout à l'heure que ce qui t'avait beaucoup aidé à combattre tes peurs, à te donner confiance, c'était de savoir comment tu avais des amis qui t'accompagnaient, qui étaient prêts à aller concrètement t'amener à Trois-Rivières. Il y a Dieu qui est le grand accompagnateur. Oui. Quand il dit, par exemple, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin », c'est quelque chose. Je suis avec vous. Mais, dans ma façon de voir la notion d'accompagnement, c'est que je dois faire confiance. OK? Je dois faire confiance sur les choses qui ne relèvent pas de moi. OK? La première, c'est que je veux faire confiance au savoir du médecin, au savoir de l'équipe soignante, etc. Ça va de soi. OK, je veux faire confiance à la pharmaceutique qui me donne les médicaments qui accompagnent ça. Mais je dois aussi faire confiance aux personnes immédiates qui sont avec moi, ma femme, mes enfants, mes amis, qui pas. Et le plus aidant, si tu veux, c'est tous les témoignages que les gens, à chaque fois que je dis, ben là, je souffre etc. Juste à le dire, ça le dédramatise dans mon esprit. Et deuxième, il me raconte, mais oui, mon beau-frère, mon père a eu ça, mon oncle a eu ça, etc., etc. Puis regarde qu'est-ce que s'est passé. Tout le monde, il vit maintenant, et ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont... Bon, ça relativise. Donc, ça relativise les craintes, ça relativise les inquiétudes. Mais en même temps, dit, si moi, je ne m'investis pas dans l'amour de moi-même, ça ne marche pas. Mais parmi ceux qui t'accompagnent, toi, tu as une foi en Dieu. Oui. Tu n'as jamais douté. Non, je n'ai pas douté, mais je sais que Dieu ne va pas remplacer le médecin. Et je sais que Dieu ne remplacera pas non plus l'amour des amis, etc. C'est pour ça que je l'appelle, en dernier recours, si tu veux, ou entre guillemets le mot dernier, c'est le grand accompagnateur. C'est-à-dire que l'espérance n'a de sens que si elle dépasse le moment présent. OK? Alors donc, en quelque part, je me dis, Dieu, pour moi, c'est cette espérance qui fait que, bon, on est en train de te préparer un bon demeure en haut, mais tu n'as pas encore assez souffert dans ta vie. Ça fait que goûte-en un petit peu, là, puis on verra. Je prends juste un exemple. Dans le temps, on appelait ça l'extrême onction. Ouais. C'est quelque chose. Aujourd'hui, on appelle ça le sacrement des malades, l'extrême onction. En d'autres mots, quand on est rendu à parler du bon Dieu, c'est le temps de faire le testament, puis commencer à faire des adieux, ouais. Alors que ce n'est pas du tout la perception. Dieu n'est pas lui des morts, mais des vivants. Ce qu'il veut, c'est la santé. Exactement. Et je prends la phrase de Saint Jean, là, le 16e chapitre, c'est presque le discours final de Jésus à ses apôtres. Il dit, Dieu le Père vous aime. Ça passe un bout de temps. Mais aussi, dit, pour qu'en moi, vous ayez la paix. Je dis, bon, alors il y a de l'amour, il y a de la paix qui est déjà promise. OK? Mais dans le monde, vous allez souffrir. Il ne dit pas qu'il va mettre il va guérir n'importe quoi, sinon ça va faire le chômage pour tous les hôpitaux et les médecins. Mais dans le monde, vous allez souffrir. Mais gardez courage. C'est pour ça qu'on a intitulé notre texte « Le courage et la maladie ». Gardez courage parce qu'on a vaincu le monde. En d'autres termes, garde courage, ça va passer, puis ça va... C'est beau, le final du chapitre 16. Ouais. Dans le monde, vous faites l'expérience de l'adversité. Ouais. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Quand Jean parle du monde, c'est d'une façon négative, j'ai vaincu le mal. C'est très beau de voir que le mot-clé, garder courage. Et mon Dieu. Moi, c'est ce qui m'a donné le plus souvent avec le chapitre... la finale du psaume 27, gardez courage, sois fort et garde courage. Et que nous avons besoin d'entendre cette parole, mais quand elle vient de Dieu, hein, elle a un pouvoir, on appelle ça performatif, elle a un pouvoir de faire ce qu'elle dit, gardez courage. Mais on n'est pas habitué à ça, dans le sens que, par exemple, moi, mon premier élément, je dis, en quel type de personne je veux affronter ou je veux voir ou je veux vivre cette maladie-là.
Alors je dis, est-ce qu'en victime ou en personne énergique? Si je le vis en victime, ça va être la tristesse, ça va être le découragement. Alors je dis, non, vis-le en personne énergique comme si rien n'était. OK? Prends-les comme si elle est là. Tu sais, le bon Dieu ne remplace pas le docteur, Ouais. mais il nous donne une attitude intérieure qui favorise. C'est ça. C'est cette attitude-là qu'il faut gagner. C'est pas possible. Mettre en évidence. Comment? En valeur. En dedans de nous, il y a toujours deux voies. Tu n'es pas capable, regarde, tu es rendu à un certain âge, c'est plus dangereux. Tu sais, il y a toujours cette voix négative en nous. Puis l'autre voix qui est toujours plus douce, moins forte. Mais mon Dieu, qu'il faut donc faire le choix de l'audition. Mais c'est pas facile aussi. C'est parce que, c'est ça, les craintes, les inquiétudes, les peurs, puis tout le kit vient avec ça, là. Il y a en dedans de nous quelqu'un ou quelque chose qui va avoir notre peau Oui. et il crie fort. C'est pas possible. Comment il y a des éléments de mort en nous. Ça vient d'où? On pourra en reparler dans d'autres émissions, mais c'est très fort en nous. Et le choix que j'ai à faire, c'est à quelle voix je prête attention. À la voix de la vie, à la voix de la foi, à la voix de l'amour, à la voix de Dieu. Ouais. J'ai lu une dernière phrase que je vais partager avec toi. Elle dit, le monde n'est pas mauvais, n'est pas désastreux. C'est notre façon de le regarder qu'elle est mauvaise ou qu'elle est désastreuse. Si on ne fait rien pour le corriger, si on ne fait rien pour le ramener dans les proportions que l'on veut avoir ou dans les objectifs qu'on va lui donner. Donc, en quelque part, chacun doit participer. Moi, de savoir que Dieu me regarde avec amour, avec tendresse, il me regarde constamment. C'est pas possible comme cela me donne de l'énergie, me met debout, me donne de l'épine dorsale, me savoir entouré d'un regard d'amour. Où que j'aille, quoi que je fasse, ce regard-là va toujours être un regard de tendresse, d'amour, de compréhension, de miséricorde. Et il me semble que c'est ça qui donne de la vie, savoir ce regard. Servir en sa présence sous son regard de miséricorde. Jean, dis un dernier mot à ta femme. À ma femme, que je l'aime et que j'aime mes enfants, puis qu'elle est importante pour moi, comme tous les autres, mes amis aussi, et toi aussi. Alors, et Claude aussi, qui est en train de nous enregistrer, sans quoi on ne serait pas sur les ondes. Et est-ce que je peux vous demander quelque chose à vous qui écoutez Jean? Une petite prière? Non pas, je leur commande aux prières, c'était toujours très négatif, mais j'aimerais ça, que vous puissiez peut-être prendre un peu en charge notre frère. Je crois tellement à la puissance de la prière. Il y a tellement des études scientifiques qui montrent que quand des gens prient pour un malade, il y a plus de chances de s'en sortir que quand il n'y a personne. Je ne veux pas entrer dans les débats concernant la rigueur de ces analyses scientifiques, mais je sais que ça existe. Alors, une belle prière pour notre cher Jean. Bonne suite, Jean. Au revoir.